Salam alaikum, bienvenue à vous. Je vous accueille à nouveau pour l'émission de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Et on va le dire à travers les questions-réponses. Et la première qu'on va entendre, c'est celle d'Ulysse. Alors, on rencontre tous des problèmes au quotidien avec sa femme, dans son couple. Vers qui on va quand on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre? Vers l'imam? Le psy? Vers qui? Alors, c'est une question pertinente et ce qui est très marrant, c'est que dès qu'on a un problème, on cherche l'expert, on cherche la pilule qu'on avale facilement, la pilule qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts personnels. On est dans une époque où on ne cherche pas de solutions qui soient exigeantes vis-à-vis de nous. On cherche des solutions qui soient faciles. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on est prédisposé à accueillir toutes les solutions miracles magiques, la sorcellerie traditionnelle ou moderne, parce qu'il y a aussi la sorcellerie moderne, c'est le psy qui, avec une certaine posture, avec certains mots, nous donne le sentiment qu'on va guérir grâce à lui, d'autant qu'on est amené à payer 60 € ou que sais-je. Donc le fait d'avoir donné quelque chose nous prédispose à recevoir le remède de la guérison. Moi, j'emploierais plutôt des solutions beaucoup plus simples, moins coûteuses, beaucoup plus universelles et qui nécessitent, ceci dit, un petit effort personnel. J'aimerais rappeler une sagesse de Confucius qui dit la chose suivante: la plante qui croît le plus facilement du monde, qui grandit le plus facilement du monde, ne se développera jamais si elle est exposée un jour au soleil et 10 jours au froid. Une plante, pour grandir, a besoin de s'exposer régulièrement au soleil. Un homme, une femme, pour rester sain, pour rester vivant, pour rester joyeux, pour rester en pleine forme morale, spirituellement, psychologiquement, etc., y compris intellectuellement, a besoin de s'exposer au soleil régulièrement. Le soleil, c'est toutes les personnes qu'on peut trouver autour de soi qui vont nous donner de la joie, qui vont nous rendre intelligents, qui vont nous donner des idées, qui vont nous faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes tout seul. Ça, c'est l'écosystème naturel auquel on doit être exposé en permanence pour rester sain, pour rester vivant, pour rester intelligent, pour rester sage. Un individu qui fréquente des personnes de mauvaises mœurs, qui sont pessimistes, qui ne croient en rien, qui en permanence sont en train d'expérimenter tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, son cœur se noircit, son intelligence s'appauvrit, etc. Et là, il est prédisposé à tomber malade, à avoir un problème psychologique et à avoir besoin d'un psy. Donc, au départ, c'est avant tout un problème d'écosystème humain. Dis-moi qui t'entoure, dis-moi qui est autour de toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes autour de toi, expérimentés, des sages? Est-ce qu'il y a des enfants autour de toi qui te redonnent de la joie et le sourire? Si tu n'as pas tout cet écosystème-là, alors oui, on va tomber dans les problèmes de psychologie et de couple que tu évoques. D'ailleurs, d'un point de vue historique, c'est très marrant, la figure du psychologue, la fonction, le métier de psy n'a émergé historiquement qu'à partir du moment où les sociétés humaines et la famille s'est réduite à un père, une mère et des enfants. Dans toutes les sociétés humaines, dès lors qu'il y avait la famille élargie, c'est-à-dire il y avait les grands-parents, il y avait les parents et les enfants, les oncles, les tantes, les voisins, les amis, les proches, quand on avait toute cette tribu, on avait 60 personnes autour de soi, le besoin d'avoir un psy ne s'est jamais exprimé. Parce que le psy, la fonction que remplit le psy, elle est distribuée, elle est répartie au sein de la famille élargie entre, tu as toujours une tante, tu as toujours une voisine, tu as toujours une grand-mère, tu as toujours un oncle qui a le mot juste pour te consoler, pour te conseiller, pour t'ouvrir les yeux là où tu avais les yeux totalement fermés. C'est pas toujours les parents qui savent trouver le mot juste, c'est pas toujours la mère ou le père. C'est souvent un grand-père, c'est souvent une voisine, c'est souvent l'ami de la mère, et ainsi de suite. C'est cet écosystème-là qui te fournit le soleil dont tu as besoin pour trouver ton énergie, trouver ton intelligence, trouver tes qualités pour grandir. Autrement, la plante que tu es, en l'absence de ce soleil-là, va dépérir. Et là, il y a besoin non pas d'un psychologue, mais de 10 psychologues, tellement tu vas commencer à développer de problèmes dits psychologiques, qui sont en réalité, le plus souvent, non pas des problèmes psychologiques,
Le problème devient psychologique en bout de chaîne. Mais au début du chemin, avant qu'il ne devienne psychologique, c'est un problème d'écosystème social. Dans ton entourage, tu manques d'éléments féminins, tu manques d'éléments masculins, tu manques d'éléments de vieux, tu manques d'éléments de beaucoup plus jeunes. Parce que les enfants, quand tu es père, tu as un enfant. L'enfant, quel que soit le stress que tu as au travail, l'enfant, il s'en fout de ça. Il n'a pas cette conscience-là, il n'a pas ce problème-là. L'enfant te ramène sur Terre. Et la réalité de la Terre et de la vie, c'est le sourire qu'il te donne, c'est le jeu qu'il t'apporte, c'est le divertissement, c'est ce pouvoir d'être joyeux vers lequel il va te rappeler. Voilà, il te rappelle vers ce pilier-là. Voilà. Si tu es dans un écosystème où tu n'as pas cette diversité élémentaire d'hommes, de femmes, de vieux, de jeunes, d'enfants, voilà, d'intellectuels, d'artistes, de savants, de religiosité, de spiritualité autour de toi, bien entendu que tu vas dépérir et bien entendu tu vas avoir besoin de t'entourer d'une nouvelle figure qui s'appelle le psy. Le psy remplace la grand-mère, il remplace la voisine, il remplace l'oncle qui était là pour conseiller. Il remplace aussi le conseil de famille. Quand il faut prendre une décision grave, on se réunit avec le conseil de famille, c'est lui qui aide à voir clair, c'est lui qui aide à prendre une décision grave. Aujourd'hui, on est livré seul pour toutes les grandes décisions de sa vie. Est-ce que c'est elle que je dois choisir? Est-ce que je dois devenir ceci ou cela en matière d'orientation professionnelle? On est constamment livré à soi-même. Et vers qui on va se tourner? On va se tourner vers ses copains ou ses copines, c'est-à-dire des gens de même génération, des gens qui ont la même folie dans la tête, la même culture, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes limites. Mes amis de même génération, plus ou moins 5 ans, finalement, ils peuvent m'apporter quelque chose, sans doute, mais ils ont le même plafond que moi d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral, d'un point de vue sagesse. Parce que il va m'apporter quelques grammes de sagesse en plus que ce que je peux avoir. Mais il y a un seuil de sagesse qu'il n'aura jamais parce qu'on a mangé la même chose, on a vécu la même chose. C'est en m'appuyant sur des personnes qui sont au-dessus de moi, c'est-à-dire qui ont 10, 15, 30 ans de plus que moi, qui ont une expérience beaucoup plus riche que la mienne, que je vais pouvoir trouver un support à mes difficultés psychologiques. Quand on a pour outil qu'un marteau, là c'est un proverbe populaire français, celui qui n'a pour outil qu'un marteau va voir dans tous les problèmes un problème de clou. Voilà. Quand on a pour outil que la psychologie, on va voir dans tous les problèmes de couple, dans toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, des problèmes psychologiques. Mais c'est parce que c'est ton outil qui conditionne la nature du problème et qui le fausse. Tous les problèmes d'un couple, tous les problèmes d'un homme ou d'une femme ne sont pas d'ordre psychologique. Quand on a un homme, une femme, un jeune cadre dynamique musulman, super, ils gagnent très bien leur vie, ils se sont mariés, ils ont tout fait dans les règles, etc. Mais ça se passe mal. Pourtant, ils s'apprécient, ils se sont choisis totalement librement, ils s'aiment, etc. Mais ça se passe mal. Il est où le problème? L'amour est là, la liberté est là, ils se sont mariés, ils gagnent très bien leur vie. Où est le problème? Ils ont rempli toutes les conditions idéales qu'on croit parfaites et nécessaires pour réussir sa vie de couple. Où est le problème? Alors, quand on est psy, on va dire qu'ils ont un problème psychologique. Et comme la plupart d'entre nous ne connaissons que le marteau aujourd'hui comme outil, donc on va tous répéter joyeusement, ils ont un problème psychologique. Si on zoome un petit peu sur la réalité de ce qu'ils peuvent vivre, on peut se rendre compte que, d'accord, je comprends, lui est un cadre et il travaille de 9h à 20h, elle connaît exactement la même amplitude horaire, donc elle travaille de la même façon dans une autre entreprise, avec un même niveau de stress, les deux sont cadres, responsables, même niveau de stress. Quand ils arrivent à 8h, à 20h à la maison, à 20h30, le temps d'arriver à la maison, dans quel état ils sont? Tous les deux sont en attente de trouver chez l'autre une source de paix, de réconciliation, de réconfort. Autrement dit, chacun vient à la maison en s'attendant à ce que l'autre soit sa maison à lui. J'attends à ce que ma femme soit ma maison, c'est-à-dire, grâce à elle, je vais pouvoir me reposer, reprendre des forces, retrouver de la joie, parce que c'était un petit peu stressant la journée que j'ai pu passer. Et elle va être exactement dans la même attente. Si tous les deux sont dans la même attente, ils vont se manger, ils vont, comme deux souris enfermées dans un petit espace, ils vont se bouffer. Parce que les deux ont exactement la même attente et aucun des deux n'a la force d'accueillir l'autre. Tu sous-entends qu'il y en a un qui ne devrait pas travailler? Non, c'est une longue question, la question de savoir comment concilier la vie de famille et le travail.
En revanche... Je la refais, je la refais. Merci. Tu sous-entends qu'il y en a un qui ne devrait pas travailler? Pas du tout, c'est pas du tout le sujet. En revanche, ce qu'il faut accepter d'entendre, c'est que d'un point de vue factuel, quand on a un homme, une femme mariés qui travaillent tous les deux, avec le même niveau de responsabilité, avec le même niveau de stress, le soir à la maison, chacun attend de l'autre qu'il soit sa source de paix, sa source de réconfort, sa source de joie. Or, aucun des deux n'a l'énergie, n'a la morale, le moral suffisant pour accueillir l'autre et être sa maison. Chacun attend de l'autre qu'il soit sa maison. Or, les deux sont fatigués, les deux sont épuisés, les deux attendent que ce soit l'autre qui fasse l'effort. Donc c'est un fait. Parmi les plus hauts taux de divorce qu'on peut observer dans les différents types de couples, les couples de jeunes cadres dynamiques qui ont le même niveau de responsabilité sont les plus importants. De mémoire, il est de l'ordre de 70%. Voilà. 70% des cadres, des couples de cadres divorcent. Pourquoi? Ils subissent le même niveau de stress, la même amplitude horaire donnée au travail qui fait que c'est un temps qui est retiré au couple, à la vie de famille, à constituer un réseau social, à animer, à voir ses parents, à les accueillir, ses oncles, ses tantes, ses amis, ses proches. Et tout ça fait que on est épuisé le soir à partir du moment où on rentre à la maison. J'aimerais citer une petite histoire que j'ai commencé à écrire, qui s'appelle Le Petit Prince et l'amour, pour aider à mesurer en quoi le marteau de la psychologie ne permet pas de résoudre tous les problèmes de couple. Car précisément, ce ne sont pas que des problèmes psychologiques. Certains disent qu'il faut aller voir le psy. Qu'est-ce que c'est, dit le Petit Prince? C'est un homme ou une femme qui a un marteau. Quand tu lui apportes une chaise à réparer, il prend son marteau, plante son clou et l'enfonce avec son marteau. Mais quand tu lui apportes ta voiture à réparer, il vient toujours avec son marteau. Tu lui demandes de vérifier le moteur car il ne marche plus. Il regarde le moteur de la voiture et il met un coup de marteau. Il continue. Il a que le marteau comme outil. Et après la voiture remarche? Non, elle ne remarche pas. Et le psy te regarde alors en te disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle marche, non? Vous êtes sûr qu'elle ne marche pas? Donc ça, c'est le psy qui te renvoie la balle. Quand tu lui dis « J'ai un problème », il te dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il te fait le miroir, le perroquet en fait. Il te renvoie strictement ce que tu lui as dit toi-même. Alors tu finis par avoir un doute toi-même et tu lui réponds « Vous avez raison, peut-être va-t-elle remarcher. » Mais quand il part et que tu essayes de conduire ta voiture, tu la démarres et tu te rends compte qu'elle ne marche toujours pas. Mais tu doutes. Tu ne sais plus si c'est la voiture ou si c'est toi qui ne marche pas. Alors tu le rappelles. Tu lui dis que ta voiture ne marche toujours pas, alors il revient avec son marteau, il cherche des clous dans la voiture mais n'en trouve pas. Il met quand même un coup de marteau sur le côté du moteur et il a failli me mettre un coup de marteau sur mon bras, mais heureusement, je lui avais dit que je n'avais pas de clous sur le bras. Après quoi, il m'a dit qu'elle devrait marcher. Depuis, je ne sais plus ce qui marche et ce qui ne marche plus. Je ne sais plus qui fait marcher qui fait marcher l'autre. Voilà. Sur cette dernière anecdote, on va faire une petite pause et revenir sur votre question. À très bientôt. Alors, on reprend avec cette nouvelle question, plutôt on revient sur la question précédente qui était qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on a des difficultés en amour, dans son couple, etc. Vers qui est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on va voir le psy? Et j'ai raconté une petite histoire à ce sujet que je vais compléter avec le propos d'une sociologue qui n'est pas psy et qui est Eva Illouz, que j'ai eu longuement le loisir de citer dans un article qui est c'est une interview qu'elle a faite pour la revue Télérama. Elle dit ceci: il faut sortir de cette vision psychologique selon laquelle l'individu serait le seul responsable de son malheur. Parce que constamment le psy va te renvoyer au fait que tu ne t'affirmes pas suffisamment, tu n'as pas suffisamment confiance en toi, il faut que tu lâches prise, il faut que tu penses à toi, il faut que tu te réalises. Voilà, il va nous renvoyer ces injonctions-là, donc il va nous rendre un peu coupables et responsables de notre malheur. Car nos chagrins amoureux ne sont pas seulement le résultat de nos psychés défaillantes, du fait qu'on est un peu fou, mais aussi le produit de notre société et de nos institutions. C'est le produit de notre société, de l'idéal de l'amour qu'elle nous inculque, des images de l'amour qu'elle nous fait intérioriser, des valeurs qu'elle nous fait intérioriser. La culture psychologique nous a culpabilisés
Il est temps d'arrêter de chercher ce qui n'allait pas dans nos enfances malheureuses, et là c'est Freud, pour expliquer l'échec de nos vies privées, le désastre de nos relations sexuelles et sentimentales. En effet, les problèmes qu'on dit être psychologiques, la plupart du temps, sont non pas des problèmes psychologiques, mais des problèmes de choix de vie, de choix de valeurs, de philosophie, de sagesse, de savoir-vivre, d'art de vivre, qui ne sont pas maîtrisés, qui ne sont pas les bons, et qui deviennent en bout de chaîne des problèmes de psychologie. Autrement dit, alors qu'on a tendance à tout voir comme étant des problèmes psychologiques, la plupart du temps, ce ne sont que des problèmes de société, des problèmes de culture, de sagesse, de vision, de philosophie, de religion, de morale, vécus individuellement, subis individuellement. J'ai déjà donné cet exemple d'une femme qui souffre parce qu'elle est grosse, elle se sent grosse, parce qu'elle a 4 kilos de plus par rapport à quoi? Par rapport à un standard, à un canon de beauté qu'elle a intériorisé. Si elle n'avait pas intériorisé ce canon de beauté, cette image de c'est quoi être une belle femme, qui est d'avoir, c'est 36 kilos, parce qu'elle a 40 kilos au lieu d'avoir 36. Si elle n'avait pas adhéré à cette idée selon laquelle une belle femme c'est 36 kilos et pas 40, elle n'aurait pas senti de manière aussi intime et aussi forte ce sentiment d'être malheureuse et d'être moche. C'est parce qu'elle a adhéré à un canon de beauté qu'elle est aujourd'hui malheureuse. Et malheureusement, les psys, ce qu'on appelle les psys musulmans, qui interviennent pour guérir ou pour soigner ou pour aider des couples de musulmans, n'ont pas trouvé la solution au problème que je critique ici, qui est que le psy ne fait que renforcer le mal là où il prétend le résoudre. Il le renforce parce que, constamment, il nous encourage à quoi? À aller vers plus d'indépendance, à penser à soi davantage, à se réaliser davantage. Finalement, il nous pousse vers les causes mêmes qui font que les couples ne tiennent pas aujourd'hui. Il y a autant de divorces, il y a autant de ruptures parce que l'individu est trop centré sur lui-même, sur l'épanouissement personnel, sur l'indépendance personnelle. Et les couples musulmans, les psys musulmans, ne font qu'ajouter une cosmétique pseudo-islamique en ajoutant quelques versets, quelques hadiths ici ou là, mais fondamentalement, ils défendent la même vision psychologique dominante aujourd'hui que j'ai mentionnée. Justement, par rapport aux psychologues musulmans, vu qu'on est un peu dans l'associatif musulman, chacun d'entre nous, tous les ans, il y a des gens qui arrivent en fait sur le marché, qui viennent conseiller, écrire des bouquins et tout, et il y a pas mal de... Enfin, on découvre qu'il y a pas mal de charlatans, des cabinets un peu bidons en fait, qui voient le jour, avec des gens qui sont pas forcément peut-être diplômés, ou bien qui vont jouer de cette crédulité des musulmans. Et donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, et pourquoi est-ce que beaucoup de musulmans tombent dans le panneau? J'aimerais dire plusieurs choses par rapport à ça. La première réponse, elle est simple, et on peut la trouver dans le film Star Wars. Quand il dit, Maître Yoda dit, la peur est le sentiment qui va faire basculer du côté obscur de la force. Quand on a peur d'être malheureux, on a peur de plonger dans un trou, on a peur que son couple se dégrade, etc. Quand on est dans cette situation de difficulté, d'extrême vulnérabilité, on est en proie à toutes les folies, à toutes les magies, à toutes les superstitions, à toutes les religions, à toutes les idées folles qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Donc c'est une situation humaine universelle où tous les hommes et toutes les femmes sont fragiles parce que on perd pied, on perd les pédales, on perd son bon sens. Et c'est pour ça qu'on trouve des gens très intelligents, des jeunes musulmans, cadres, bac+5 et compagnie, mais qui, dans cette situation-là, sont totalement déréglés, disent n'importe quoi, pensent n'importe comment, et font n'importe quoi également, et vont chercher le salut auprès de n'importe qui, notamment des psys, qui sont, pour grand nombre d'entre eux, sont de vrais charlatans, parce que ils ne font que reproduire ce qu'on voit déjà dans la société et dans la culture dominante, à savoir, pense à toi, il faut que tu t'affirmes davantage, il faut que tu sois davantage indépendant ou indépendante, et ainsi de suite. Ce sont finalement les mêmes messages qu'on entend. Quand le couple est en difficulté, on va lui dire, le psy musulman va dire à l'homme ou à la femme ou aux deux, il faut que vous sortiez de l'emprise de votre belle famille respective et que vous pensiez un peu plus à vous deux. Voilà. Là, il invite à arracher, à isoler le couple de
la maison de la grande famille, de la belle famille, de part et d'autre. Sortez, quittez vos enfants, quittez votre famille, parce que c'est un poids quand même, c'est lourd, c'est chiant, ça vous empêche d'être enfin ensemble, d'être heureux ensemble. Comme si le bonheur était seulement dans le fait de s'arracher et de ses enfants et de sa famille pour se retrouver enfin en week-end entre amoureux, avec un abonnement illimité tous les mois ou plusieurs fois par an, avec cette formule-là. Moi, quand je vois la génération de ma mère, elle ressentait un bonheur extrême du fait de donner, de faire une sadaqa en pleine épreuve, donner à ses enfants, donner autour de soi. Pour quelqu'un qui a grandi qui a été éclairé par le soleil de la vertu, parce qu'il y a des sages autour de lui, il y a des personnes exemplaires autour de lui, tu apprends que donner, c'est l'un des chemins pour accéder au bonheur. C'est pas seulement prendre que pour soi et arracher sa femme à ses enfants et s'arracher de sa grande famille pour se retrouver entre son couple uniquement. De manière plus générale, cette critique qu'on peut faire aux psy musulmans, c'est constamment la même chose qu'on va retrouver dans l'esprit musulman moderne. Aujourd'hui, il y a une vraie crise de l'esprit musulman moderne. Systématiquement, quel que soit le sujet, on va retrouver les mêmes mécanismes intellectuels. Cheikh Taha Jabr al-Alwani, rahimahullah, va dire, qui est un savant irakien, va critiquer dans l'esprit musulman deux tendances. La tendance à l'esprit de comparaison systématique et de rapprochement systématique. Al-Muqarana ou Al-Muqaraba. L'esprit musulman systématiquement compare et rapproche. Par exemple, il y a 50 ans ou un peu plus, on disait l'islam et le communisme. L'islam est communiste et socialiste. Dans le Coran, il y a tel et tel verset, il y a tel et tel hadith, voilà. Aujourd'hui, on va entendre les mêmes musulmans, 50 ans après, dire l'islam est le capitalisme, l'islam est la démocratie, l'islam est. En fait, systématiquement, on est en train de dire à l'humanité tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui domine, tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Moi, je l'ai dans mon livre depuis 14 siècles. D'un point de vue intellectuel, c'est une vraie escroquerie, parce que j'ai fait aucun travail. Je ne fais que c'est un vrai, en plus c'est de l'orgueil intellectuel, que je ne cherche rien, je ne fais que récupérer les concepts des autres pour dire que finalement je les ai depuis 14 siècles. Et je n'ai rien apporté en termes de discernement, de sagesse, d'éclairage. Je ne fais que récupérer ce que les autres produisent. Et le pire, c'est que je ne fais même pas le ménage et le tri dans ce que les autres produisent comme concept, comme façon de faire, comme intelligence, comme connaissance. Je ne vais pas vérifier ce que les autres vont produire. Donc systématiquement, l'esprit musulman moderne a cette tendance fâcheuse à comparer, à rapprocher, à confondre ce qui est dominant aujourd'hui. Freud, oui, Freud est islamique. La psychologie, c'est quoi? Ça consiste à aider l'âme à aller mieux, et en ce sens, oui, c'est islamique. Oui, mais c'est que des mots. Si on rentre de manière un peu plus précise dans les théories psychologiques, je suis désolé, on n'a pas la même vision, la même philosophie de l'homme et de la vie. Dis-moi quelle est la philosophie de l'homme et de la vie que tu défends à travers tel ou tel outil, tel ou tel concept. Freud a une vision très négative de la vie humaine. Pour lui, on n'aurait dû jamais naître parce que, au commencement, l'homme, c'est un traumatisme. Et le premier traumatisme, c'est avec sa mère au berceau, et ensuite traumatisme de la séparation, ensuite complexe d'Oedipe, et ainsi de suite. Autrement dit, on n'aurait jamais dû naître avec tout ce lourd fardeau de traumatisme psychologique. Alors ça a fait le bonheur pour son business à lui, mais d'un point de vue métaphysique ou philosophique, il estime qu'on n'aurait jamais dû naître. Cette vision-là n'est pas la nôtre. En tant que musulmans, en tant que croyants, qui portons une vérité universelle qui est différente de cette théorie psychologique. L'image de l'homme selon laquelle l'homme est désir, l'homme c'est une indépendance personnelle, l'homme se définit par son épanouissement personnel. C'est ça les 2-3 éléments majeurs dans la vie d'un être humain. Ce n'est pas, je suis désolé, ce n'est pas la vision que l'islam offre à l'humanité sur l'homme lui-même. Ce qu'apporte l'homme, c'est de dire que chaque homme est lié aux autres. On est interdépendant, on est relié en permanence. On est relié à Dieu, on est relié à la nature, on est relié à l'ensemble de l'humanité. Tout ce qui s'est passé depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, c'est l'histoire d'un seul et même homme, d'une seule et même humanité. Il y a unité de l'histoire humaine. On est embarqué dans la même aventure. Le sens de la vie humaine est le même. Il n'y a pas un couple qui a son trip ici, moi j'ai mon trip là, et puis chacun son trip ici et là,
et du coup on a besoin d'un psy qui va nous aider à interpréter le trip de chacun. Il y a beaucoup de développement à dire sur le psy, et j'espère pouvoir revenir là-dessus lors d'un prochain épisode. Sur ceci, on va vous laisser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.